11% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Ipsen. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser au calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Donc on est sur Ipsen, donc c'est une société médicale. Donc c'est une biopharmaceutique française fondée en 1929, spécialisée en oncologie, en neurosciences et dans les maladies rares, ainsi qu'en santé familiale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller retrouver de la médication spécialisée, donc avec certains médicaments pour aller soigner, donc voilà, de la neuroscience, des maladies rares, etc. Et ensuite, on va voir donc la santé familiale, où on va retrouver des médicaments génériques, comme on pourrait dire, des grands publics. Donc il y a plus de 5700 salariés. Maintenant qu'on sait à peu près sur quel type d'entreprise on est, il va falloir qu'on sache exactement que ce genre d'entreprise, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un brevet. Donc vous le savez, sur ce genre d'entreprise, on va avoir donc des boîtes, là vous le voyez d'ailleurs à son cours de bourse, on le voit, donc il y a des moments où elle patine, hein, pendant 4 ans il se passe rien, ensuite il y a des baisses pendant un long moment, ensuite elle sort un bon médicament qui permet de la propulser, et puis ensuite elle baisse, etc. Donc il faut aller regarder les brevets, être au courant un petit peu qu'est-ce qu'on a au bilan. Donc on est sur une entreprise qui vaut un peu plus de 9 milliards, donc on va aller regarder un peu plus loin. Donc en termes de bilan, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser, on va aller regarder un petit peu les immobilisations et on voit qu'on a à peu près 3,3 milliards donc en immobilisation corporelle, donc il faut aller regarder dedans. Qu'est-ce qui concerne le goodwill? On est à peu près sur 600 millions et 2,6 en moyenne de brevets. Donc on peut aller voir qu'à certaines années, donc en 2019 par exemple ici on a perdu un brevet, ensuite on en a racheté, etc. Donc vous voyez, on voit qu'en 2019 on a perdu un brevet, ou en tout cas on l'a cédé, ou en tout cas on l'a déprécié parce qu'il ne vaut rien et qu'aujourd'hui il est peut-être tombé dans le domaine public. On va regarder hop dans les revenus et donc on voit qu'en moyenne, voilà, on avait spécialisé de médecine, ce qui rapporte le plus, et Family Health avec les plus petites marges. Et donc on va voir qu'à ce moment, l'oncologie, c'est ce qui rapporte le plus avec 2,35 milliards. Donc on va aller regarder un petit peu la composition du chiffre d'affaires. Donc on voit, on a un revenu total qui a presque doublé en 6 ans, donc c'est assez bon. On a un profit brut qui fait à peu près pareil, c'est-à-dire qui diminue, enfin qui augmente pas autant que le chiffre d'affaires, mais à peu près. Sur le bénéfice d'exploitation, c'est beaucoup plus important. Et ensuite, sur le revenu hors exploitation, on voit qu'il augmente aussi, mais le revenu net est à peu près stable et en constante augmentation, sauf en 2019, comme on a pu le voir. Et ensuite, 2021, 2022, 2023, il n'y a pas de grands changements sur cette boîte. On va donc aller regarder les marges. Donc on a un total d'actions qui végète, donc il ne se passe pas grand chose. On a des marges brutes qui tournent aux alentours de 75 à 80%. On a une marge opérationnelle qui avait pas mal monté, et puis ensuite cette année qui s'est à peu près stabilisée. On le voit à 20, donc c'est assez peu en soi, c'est au même niveau que 2017. Et une marge EBITDA un peu plus importante. Ce qui veut dire que si la marge opérationnelle n'a pas augmenté aussi et que la marge EBITDA est plus importante, sûrement on avait une dépréciation qui était beaucoup plus importante, beaucoup moins importante en tout cas aujourd'hui. On va le regarder dans le coût des marchandises, on voit qu'effectivement la dépréciation n'augmente pas, en tout cas en termes semestriels, mais en termes annuels, on a une dépréciation qui a fait x3. Donc par rapport aux marges, on voit qu'évidemment, donc la marge EBITDA, elle a eu tendance à augmenter étant donné qu'on a eu de la dépréciation beaucoup plus forte. Donc nos marges nettes, elles se stabilisent à peu près à 20%, on voit qu'elles ont tendance à augmenter, ce qui veut dire que le revenu hors exploitation, les charges d'intérêt sur la dette, voilà, on voit qu'à peu près on est au même niveau, et produits hors exploitation, c'est-à-dire les dépréciations exceptionnelles, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Donc il faut aller faire attention, savoir qu'est-ce qu'on déprécie exactement comme actif, est-ce qu'on déprécie des marques, qu'est-ce qu'on déprécie exactement. Maintenant on va aller comparer le revenu net avec le free cash flow. Donc on voit qu'en moyenne, en tout cas ici, il calcule un free cash flow plus important que les revenus nets. On va aller vérifier pourquoi. Donc dans le fonds provenant des opérations, on récupère donc la dépréciation et amortissement qui est assez importante. On voit qu'en 2023, il y en a eu assez peu. Mais durant les dernières années, c'était assez important. Donc on est sur la même base de revenus nets, la dépréciation et amortissement revient. Et ensuite, on va aller regarder à peu près combien est-ce qu'on investit en dépenses. Donc on est à peu près sur du 200 millions, je pense 250 millions en moyenne de dépenses d'investissement, ce qui fait que c'est à peu près 25 à 30%, donc c'est assez peu par rapport au cash et aux activités d'exploitation. Par contre, on a de l'achat d'entreprise qui est fait de manière récurrente, donc on croît par acquisition, beaucoup plus que de manière organique, en tout cas c'est là où on dépense le plus d'argent. Et ensuite avec le reste du cash, c'est-à-dire rien du tout, on va aller racheter de la dette, c'est-à-dire qu'on a utilisé nos liquidités sur les dernières années.
On le voit ici, effectivement, les liquidités ont diminué de moitié, mais ça veut dire que quand même on est sur une entreprise qui fait des acquisitions sans utiliser de la dette, ce qui est quand même une bonne information pour nous, tout en rachetant des actions. Donc on est sur une entreprise qui a possiblement une rente sur certains médicaments qui lui permet d'augmenter ses liquidités. Et donc on voit qu'elle stocke jusqu'en 2022, où ensuite elle va pouvoir faire une grosse acquisition, sans forcément diminuer sa liquidité d'autant, étant donné qu'elle dispose d'une rente, donc d'un médicament qui a l'air de bien fonctionner, avec des dépenses d'exploitation qui augmentent, mais pas du tout au même niveau que le revenu total. Donc ça c'est important, parce qu'on a des coûts des marchandises, en tout cas qui n'ont pas l'air d'augmenter autant. Par contre, on a des dépréciations amortissements beaucoup plus fortes, mais en l'occurrence, donc on a un revenu d'exploitation, comme je vous ai dit, qui est pas extrêmement important, un bénéfice d'exploitation qui est assez bon, ce qui fait qu'on est sur une boîte, d'ailleurs on le voit, elle a du cash net par rapport à sa dette, elle a commencé à se désendetter de plus en plus, donc on est sur une boîte solvable, donc on a possiblement un assez bon bilan. Aujourd'hui elle est quand même valorisée à 3 fois son equity, sachant que dans son equity, si on enlève les brevets et l'IMO incorporel, on arrive quand même sur une equity positive, ce qui veut dire que c'est quand même une entreprise qui possède quelque chose. Et ensuite on va regarder un petit peu près qu'est-ce que pensent les analystes. Ils pensent qu'on aurait une augmentation à peu près stable des revenus. Donc je pense qu'ils doivent tabler sur un 8, un 10% en moyenne de croissance par an. Est-ce qu'elle verse un dividende ou pas? Effectivement. Est-ce qu'il est en augmentation ou pas? On voit que ça a l'air d'être le cas, mais en tout cas aujourd'hui elle fait beaucoup plus d'acquisitions, ce qui fait que sûrement elle doit avoir un rendement du capital investi assez bon. On voit que ça a l'air d'être le cas. Rendement des capitaux propres aussi, après voilà, il faut le retrancher, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'il prend en compte. Mais en tout cas le rendement du capital investi est assez bon, donc elle a plus d'intérêt à aller dépenser, c'est-à-dire dans des acquisitions ou simplement dans son investissement organique. Et on voit d'ailleurs que c'est ce qu'elle fait. Maintenant, on va aller s'intéresser en dernier à la valorisation. On voit qu'en moyenne, elle a un ratio court-bénéfice qui est stable sur à peu près une dizaine de pourcents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur des entreprises, comme je vous l'ai dit, assez cycliques, où il faut faire attention en fonction des brevets, en fonction des médicaments qu'on sort. Et possiblement, voilà, si ça se trouve, son le médicament qui lui crée sa rente disparaît d'ici 2 à 3 ans. Et à ce moment-là, si elle n'a pas sorti de nouveaux blockbusters, possiblement, en fait, elle n'aura pas d'autres moyens de cracher de l'argent et de pouvoir continuer à financer des activités qui peut-être aujourd'hui ne sont pas rentables. Donc Ipsen paraît sous-évalué à l'heure d'aujourd'hui en termes quantitatifs, donc je pense qu'il faut aller faire ses recherches un petit peu plus en profondeur. Elle vous offre un rendement qui est assez bon si elle vous offre la totalité des bénéfices nets, mais comme on l'a vu, elle a une croissance qui est encore un minimum important et un rendement du capital investi qui l'est aussi. Donc elle a plus d'intérêt à aller investir dans sa croissance qu'à vous redistribuer du cash. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.